Dans le parc le plus fréquenté de Sao Paulo, un homme fait les 100 pas, son fils dans les bras, tandis que le petit Gabriel pleure sans cesse. Marcelo a tout, l'argent, une villa à Morumbi, le luxe absolu. Mais rien de tout cela n'est utile lorsque votre bébé de 8 mois pleure à chaudes larmes et que vous ne savez plus quoi faire. Vous avez fait appel au meilleur nounou de la ville. Vous avez dépensé des fortunes en consultations spécialisées, mais personne ne parvient à rassurer votre enfant. Et puis, n'ayant plus d'autre choix, une jeune inconnue s'approche, un panier de fleurs à la main. Ce qu'elle fait dans les minutes qui suivent change tout à jamais. Le soleil de l'après-midi caresse doucement le parc Ibirapura, illuminant les arbres qui se balancent dans la brise de Sao Paulo. Les oiseaux chantent, les familles flânent tranquillement, les enfants jouent dans les aires de jeu, tandis que leurs parents bavardent à l'ombre des capoquiers. Tout semble parfait, comme une carte postale de celle qu'on trouve sur les marchés, mais au milieu de cette quiétude, un son vient briser l'harmonie, le cri déchirant d'un bébé qui ne trouve aucun réconfort. Marcelo Santos arpente les rues pavées portugaises, son fils Gabriel dans les bras, qu'il berce avec des mouvements de plus en plus désespérés. Il reste ainsi plus de 30 minutes, le poids de la fatigue sur ses épaules. Sa chemise blanche est froissée, de profondes cernes marquent ses yeux, et son visage reflète une fatigue qui dépasse largement le simple aspect physique. Certains le dévisagent avec un mélange de curiosité et de pitié qui blesse plus que n'importe quel jugement. D'autres mères chuchotent entre elles, le désignant discrètement du doigt. Marcelo le remarque, mais il se fiche désormais de ce qu'elle pense. Il veut juste que son fils cesse de souffrir. Il veut juste être un bon père. Il veut juste que cette douleur prenne fin une fois pour toutes. Il y a 2 mois à peine, Marcelo a embauché sa 5e nounou de l'année. Elle s'appelait Patricia et avait d'excellentes références. Elle avait travaillé pour des familles importantes de Brasilia. Elle était certifiée en petite enfance et parlait 3 langues. Marcelo pensait avoir enfin trouvé la bonne personne. Quelqu'un qui pourrait offrir à Gabriel la stabilité dont il avait tant besoin. Il lui offrit un salaire généreux, une chambre confortable dans son manoir et tout le nécessaire dont elle pourrait avoir besoin. Patricia accepta avec joie et les premiers jours, tout se déroula à merveille. Mais vint ensuite la première nuit difficile. Gabriel s'est mis à pleurer à 2 heures du matin et n'a pas cessé jusqu'à l'aube. Patricia a tout essayé, des berceuses aux techniques modernes apprises lors de ses cours. Rien n'y a fait. La 2e nuit fut pire, et la 3e insupportable. Le 4e jour, Patricia entra dans le bureau de Marcelo, ses valises prêtes et les yeux emplis de frustration. « Je suis désolée, monsieur, mais je ne peux plus continuer. » « Le garçon ne m'accepte pas, » dit-elle d'une voix tremblante avant de franchir la porte. Marcelo resta planté au milieu de la pièce, regardant une fois de plus une personne quitter son domicile, le laissant seul face à un problème qu'il ne savait comment résoudre. Les nounous précédentes n'étaient pas restées longtemps non plus. Il y avait Sofia, qui a démissionné au bout d'1 semaine seulement, prétextant que Gabriel était trop exigeant. Puis est arrivée Gabriela, une femme plus âgée, forte de 30 ans d'expérience, qui jurait pouvoir calmer n'importe quel bébé au monde. Elle a tenu 3 semaines avant de jeter l'éponge. « Je n'avais jamais rien vu de pareil », confia-t-elle le jour de son départ, en regardant Gabriel avec un mélange de tendresse et de résignation. Puis arriva Mariana, jeune et pleine d'énergie, qui pensait qu'il suffisait de patience et d'affection. Elle partit en pleurs au bout de 10 jours, disant qu'elle ne supportait pas de voir un bébé souffrir autant sans pouvoir rien faire pour lui. Avant Patricia, il y avait Rosa, la plus chère de toutes, recommandée personnellement par le pédiatre de Gabriel. Elle demandait le double des autres et promettait des résultats garantis. Ça n'a même pas duré 2 semaines. À chaque départ de l'un d'eux, Marcelo avait l'impression d'échouer un peu plus en tant que père. Il sentait que l'univers tentait de lui dire quelque chose qu'il ne voulait pas entendre, qu'il n'était peut-être pas fait pour ça, qu'il n'était peut-être pas à la hauteur pour son propre fils. À présent, marchant dans le parc, Gabriel pleurant contre sa poitrine, Marcelo sent qu'il est au bord de l'effondrement. Elle a lu tous les livres sur la parentalité qu'elle a pu trouver. Elle a consulté les meilleurs pédiatres de Sao Paulo et même de Rio de Janeiro. Elle a acheté des jouets spéciaux censés apaiser les bébés. Il a essayé la musique classique, le bruit blanc, l'huile essentielle de lavande. Rien n'y a fait. Sa fortune, bâtie à la sueur de son front pendant des années dans l'immobilier, est impuissante face aux pleurs inconsolables de son fils. L'argent peut acheter beaucoup de choses, mais il ne peut pas apporter la paix à un bébé qui a perdu sa mère avant même de la connaître. Marcelo s'arrête près d'une fontaine. Il laisse le bruit de l'eau tenter de distraire Gabriel, mais les pleurs persistent. Elle ferme les yeux un instant, respire profondément, cherchant désespérément des forces qui l'ont abandonnée. Elle se souvient des paroles du dernier pédiatre qu'elle a consulté. Parfois, les bébés pleurent parce qu'ils ressentent la tristesse qui les entoure. Les enfants sont plus perspicaces qu'on ne le croit.
Ces mots l'ont blessé plus que n'importe quel diagnostic médical, car ils signifiaient que Gabriel pleurait peut-être parce qu'il ressentait la douleur de son père, parce que le problème ne venait peut-être pas du bébé, mais de lui. Les gens continuent de passer devant lui, avec leur vie parfaite et leurs familles idéales. Un jeune couple pousse une poussette où dorment des jumeaux, riant d'un secret que seuls comprennent. Un groupe de grands-parents observe leurs petits-enfants jouer dans le sable, arborant ces sourires fatigués mais heureux que seule l'expérience confère. Marcelo les regarde et ressent un mélange d'envie et de honte. Il a 31 ans. Il est propriétaire de l'une des agences immobilières les plus prospères de Sao Paulo. Il vit dans une somptueuse villa à Morumbi, offrant une vue imprenable sur la ville. Mais à cet instant précis, debout au milieu du parc, son fils en pleure dans les bras, il se sent l'homme le plus pauvre du monde, car il possède tout sauf la seule chose qui compte vraiment, le bonheur de son propre fils. Gabriel serre ses petits poings contre le t-shirt de Marcelo, le visage rouge d'avoir tant pleuré, des larmes ruisselant sur ses joues potelées. Il a 8 mois et a déjà connu plus de souffrance qu'aucun bébé ne devrait jamais en connaître. Il est né le jour même de la mort de sa mère. Il est venu au monde au moment même où elle rendait l'âme, et Marcelo ne peut s'empêcher de se demander si son fils lui en tient rigueur. Si Gabriel pleure parce qu'au fond de lui, il sait que son père n'a pas pu sauver sa mère. Les pleurs de Gabriel redoublent jusqu'à se transformer en un cri strident qui fait se retourner plusieurs personnes dans le parc, inquiètes. Marcelo sent la panique lui monter à la gorge comme de l'eau bouillante. Il fouille rapidement dans le sac qu'il porte en bandoulière et en sort l'ours en peluche le plus cher qu'il ait pu trouver dans les magasins de Sao Paulo. Il est doux et importé. Il est doté d'un mécanisme qui reproduit les battements du cœur pour simuler le réconfort maternel. Approchez-le de Gabriel en appuyant sur le bouton qui active les sons. Le bébé ne le regarde même pas, les yeux fermés, et continue de pleurer de toutes ses forces. Marcelo pose l'ours en peluche et sort sa prochaine ressource, un biberon spécial recommandé par le dernier spécialiste consulté. Il est fabriqué en silicone de qualité médicale et conçu pour les bébés ayant des difficultés d'alimentation. Il coûte plus de 200 réaux. Elle l'approche des lèvres de Gabriel, mais le garçon détourne le visage, refusant même d'y goûter. Le liquide chaud déborde légèrement sur la couverture qui recouvre le bébé. Marcelo l'essuie rapidement avec un mouchoir, sentant la frustration se mêler à l'épuisement dans sa poitrine. Il range le biberon et cherche autre chose, n'importe quoi qui puisse faire l'affaire. Prenez votre téléphone et ouvrez l'application musicale que vous avez téléchargée spécialement pour ces moments-là. Elle contient une playlist de berceuses brésiliennes, de bossa nova douce et de musique instrumentale qui, d'après les experts, apaise les bébés. Choisissez la première chanson, Sapo Cururu, interprétée par une voix féminine à la fois maternelle et chaleureuse. Elle monte le volume suffisamment pour que Gabriel l'entende malgré ses propres pleurs. Pendant quelques secondes, le bébé semble réagir. Ses pleurs s'apaisent légèrement. Marcelo ressent une lueur d'espoir, ce moment magique où il croit avoir enfin trouvé la solution. Mais Gabriel reprend son souffle et se met à pleurer encore plus fort, comme si la musique l'avait perturbé au lieu de l'apaiser. Marcelo change aussitôt de chanson, en essayant une autre, puis une autre encore. Rien n'y fait. Elle éteint son téléphone et le range dans sa poche, sentant cette petite lueur d'espoir s'éteindre aussi vite qu'elle était apparue. Elle regarde autour d'elle, cherchant autre chose, une distraction qui pourrait l'aider. Il contemple les arbres, les fleurs, le ciel bleu de Sao Paulo. Tout est si beau, tout est si futile. À cet instant, Marcelo ferme les yeux un instant, tentant de maîtriser ses émotions avant qu'elles ne le submergent. Et dans ce moment d'obscurité qu'il s'impose lui-même, quelque chose se produit dans son esprit. Une image apparaît avec une clarté douloureuse, le visage d'Amanda, sa femme, dans la salle d'accouchement. Il se souvient de ses yeux, emplis d'amour et de peur à la fois, de sa main serrant la sienne tandis que les médecins s'activaient frénétiquement. Il se souvient de ses prières, prendre soin de leur bébé, l'aimer pour eux deux, être fort. Et il se souvient du bruit des machines quand tout a basculé, ce bip incessant qui a marqué la fin de leur vie commune. Il ouvre brusquement les yeux, le souffle court, tentant de repousser les souvenirs qui le hantent chaque jour. Mais il n'y parvient pas, car à chaque fois qu'il regarde Gabriel, il voit Amanda dans ses yeux. À chaque fois que son fils pleure ainsi, Marcelo a l'impression de trahir la seule promesse qu'il a faite à la femme qu'il aimait. « Je ne peux pas faire ça tout seul », murmure-t-il, sa voix à peine audible par-dessus les pleurs du bébé. « Je ne sais pas comment faire sans toi, mon amour. » Les mots s'envolent au gré du vent, perdus dans le brouhaha du parc. Un homme âgé, promenant son chien, s'approche prudemment, le visage ridé trahissant une sincère inquiétude. « Tout va bien, jeune homme ? Voulez-vous que j'appelle quelqu'un » demande-t-il d'une voix douce, son accent de Sao Paulo perceptible dans chaque mot. Marcelo secoue rapidement la tête, esquissant un sourire forcé qui ne lui monte pas aux yeux. « Merci, monsieur.
Tout va bien. C'est juste une mauvaise journée, répond-il, en essayant de paraître convaincant. L'homme observe Gabriel pleurer, puis regarde Marcelo avec cette expression que seules les années et l'expérience peuvent donner. Les bébés sentent l'inquiétude de leurs parents. Parfois, ce dont ils ont besoin, ce n'est pas que l'on résolve le problème, mais simplement que l'on reste calme avec eux, dit-elle avec une sagesse simple avant de s'éloigner lentement avec son chien. Marcelo reste là, absorbé par ses paroles. Calme. Comment rester calme quand on a l'impression d'échouer à la chose la plus importante de sa vie? Comment transmettre la paix quand on ne la possède pas? Regardez Gabriel. Voyez son petit visage, rouge et désespéré, et ressentez le poids du monde entier sur ses épaules. Il avait bâti un empire immobilier, conclu des transactions de plusieurs millions de dollars, affronté une concurrence féroce, mais rien ne l'avait préparé à cela. Rien ne l'avait préparé à se sentir si impuissant face à son propre fils. Marcelo marche à nouveau, berçant Gabriel avec des gestes devenus automatiques après tant d'heures d'entraînement. Elle fait le tour de la fontaine centrale du parc, ses chaussures résonnant sur le pavé. Le soleil commence à se coucher à l'horizon, teintant le ciel d'orange et de rose, de magnifiques couleurs qui contrastent avec l'angoisse qui l'habite. D'autres familles commencent à partir, ramassant leurs affaires et appelant leurs enfants à rentrer. Bientôt, le parc sera désert, et il restera là avec Gabriel, à pleurer, sans savoir quoi faire. Il songe à retourner au manoir, mais il sait qu'il s'y sentira tout aussi perdu. Au moins ici, entouré par la nature et l'air pur, il a l'impression de pouvoir respirer un peu mieux. Au moins, ici, il n'est pas enfermé entre les murs de cette immense maison qui lui paraît si vide sans Amanda. Il referme les yeux, serre Gabriel contre sa poitrine et fait quelque chose qu'il n'a pas fait depuis les funérailles de sa femme. Il prie. Ce n'est pas une prière élaborée, ni remplie de belles paroles, juste un murmure désespéré du plus profond de mon cœur. Dieu, si tu existes, si tu m'entends, aide-moi, je t'en prie. Je ne sais plus quoi faire. Gabriel ouvre les yeux et continue de pleurer, mais soudain, au milieu de son désespoir, quelque chose attire son attention. Une silhouette s'approche de l'autre côté du parc, à pas feutrés. Une jeune femme, un panier de fleurs à la main, l'observe avec des yeux qui semblent comprendre sa douleur, sans qu'un mot soit nécessaire. Chapitre 2. Un ange déguisé. Johanna Silva. Elle marche lentement le long du chemin de terre qui longe le parc Ibirapura. Son panier de fleurs se balançait doucement à chaque pas. Elle portait une simple robe en coton couleur crème, légèrement usée sur les bords mais propre et bien entretenue. Ses cheveux noirs étaient tressés en une natte simple qui retombait sur son épaule droite. Elle a 22 ans, mais son visage porte la marque d'une maturité forgée par les épreuves de la vie. Ses petites mains brunes tiennent délicatement le panier, protégeant les roses blanches et rouges qu'elle a cueillies ce matin dans le petit jardin derrière sa chambre louée. Elle vient au parc tous les jours à cette heure-ci, quand les familles flânent et que les couples choisissent des fleurs pour leurs proches. Ils ne gagnent pas beaucoup, juste assez pour payer le loyer d'une chambre dans un quartier modeste et acheter de quoi se nourrir, mais il ne se plaint jamais. Il a grandi dans une ferme près de Sorocaba, où sa grand-mère lui a appris que la vie est dure, mais qu'elle peut aussi être belle si l'on sait où regarder. Il est arrivé à Sao Paulo il y a 2 ans, en quête de meilleures perspectives que celles offertes par la campagne. Elle pensait que tout serait plus facile en ville, mais elle a vite découvert que la vie urbaine avait aussi ses propres défis. Alors qu'elle se promène dans le parc, Johanna entend des pleurs. D'abord, elle pense qu'il s'agit simplement d'un bébé capricieux qui réclame de l'attention, mais quelque chose dans ce son l'interpelle. Ce n'est pas la crise de colère capricieuse d'un enfant gâté. C'est le cri désespéré de quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide, de quelqu'un qui souffre et ne trouve aucun réconfort. Johanna connaît bien ce genre de cri. Elle l'a entendu maintes fois à la ferme, lorsque les bébés des voisins tombaient malades ou souffraient de coliques lors des froides nuits d'hiver. Sa grand-mère lui avait appris à distinguer les pleurs ordinaires des pleurs qui viennent du plus profond de l'âme. Ceux-ci, assurément, viennent du plus profond de l'âme. Elle lève les yeux et aperçoit l'homme qui tourne en rond près de la fontaine. Il est grand, élégant, avec l'allure de ceux qui sont habitués à l'argent et au respect, mais à cet instant, il ne paraît ni puissant ni important. Il semble perdu, épuisé, vaincu. Johanna sent une émotion l'envahir, cette compassion naturelle qui l'a toujours caractérisée. Sa grand-mère disait qu'elle avait des mains bénies pour apaiser les bébés. Peut-être pourrait-elle l'aider, mais le doute l'envahit aussitôt. Qui est-elle pour aborder un homme pareil? Une simple vendeuse de fleurs, une fille de la campagne qui a à peine terminé ses études secondaires. Lui, c'est manifestement quelqu'un d'important, quelqu'un d'argent, quelqu'un qui a sûrement tout essayé. Que pourrait-elle lui offrir qu'il n'ait pas déjà essayé? Johanna baisse les yeux vers son panier, soudain honteuse de sa vieille robe et de ses sandales usées. En ville, elle a vite compris qu'il existe une frontière invisible entre les gens comme elle et ceux comme ce monsieur, une frontière qu'il ne faut pas franchir.
Elle se souvient de cette fois où elle est entrée dans une boutique chic du centre-ville pour simplement se renseigner sur les prix, et où la vendeuse l'a dévisageait avec dédain avant de lui suggérer de chercher quelque chose de plus adapté à son budget. Elle se souvient de ce sentiment d'insignifiance, de petitesse et de décalage qu'elle a éprouvé. Elle ne veut plus jamais ressentir cela, mais les pleurs du bébé persistent, de plus en plus désespérés. Et quelque chose en Johanna, quelque chose de plus fort que sa timidité et sa peur du rejet, la pousse à bouger. Elle avance de quelques pas puis s'arrête. Son cœur bat la chamade. Ça ne te regarde pas, Johanna, se dit-elle. Elle poursuit son chemin, vend ses fleurs et rentre chez elle. Mais ses pieds refusent de lui obéir. Elle fait un pas de plus, puis un autre. Il se trouve maintenant à quelques mètres seulement de l'homme. Il peut mieux voir son visage. Il a de profondes cernes sous les yeux, une barbe non rasée depuis plusieurs jours et les yeux rouges de fatigue ou peut-être d'avoir retenu ses larmes. Le bébé dans ses bras se tortille, ses petites mains serrées en poing, son visage rouge d'avoir pleuré. Johanna a le cœur serré. Elle a déjà vu des bébés comme ça à la ferme, quand quelque chose les tourmentait profondément. Sa grand-mère lui avait appris que parfois les bébés pleurent parce qu'ils ressentent la douleur de leurs parents, parce qu'ils absorbent la tristesse qui les entoure comme de minuscules éponges. Les enfants sont sages, même s'ils ne parlent pas, disait sa grand-mère. Ils savent quand quelque chose ne va pas dans le monde des adultes. Johanna observe l'homme et le bébé ensemble et comprend que tous deux souffrent, chacun à sa manière. Finalement, rassemblant tout son courage, Johanna s'avance pour ses derniers pas. Sa voix tremble, presque un murmure à peine audible par-dessus ses sanglots. « Excusez-moi, monsieur, puis-je vous aider ?» Ces mots sortent de sa bouche avec cet accent rural qu'il n'a jamais réussi à perdre, avec cette douceur héritée de sa grand-mère. Marcelo lève les yeux, surpris qu'on s'approche de lui après que tant de personnes l'aient évité pendant la dernière heure. Il aperçoit la jeune femme devant lui, mince, humble, avec de grands yeux couleur café qui brillent d'un mélange de timidité et de détermination. Elle porte un panier de fleurs qui embaume le frais du petit matin. Un instant, Marcelo songe à refuser son aide, disant qu'il va bien et qu'il n'a besoin de rien, mais il est si fatigué, si désespéré qu'il se contente d'acquiescer. « Je ne sais pas quoi faire, » avoue-t-il. Sa voix est brisée à force d'endurer cela. Il pleure sans cesse, et je ne sais pas comment l'aider. Johanna regarde le bébé avec tendresse. Puis elle regarde Marcelo avec une compréhension qui dépasse les mots. Parfois, les bébés ont juste besoin de se sentir en sécurité, dit-elle d'une voix douce en étendant lentement les bras. Puis-je ? Marcelo hésite un instant avant de la toucher à nouveau. Il n'a plus rien à perdre. Johanna accueille Gabriel dans ses bras avec une douceur qui semble naturelle. Instinctivement. Elle ne fait aucun mouvement brusque, ni ne parle à voix haute. Elle le porte simplement délicatement contre sa poitrine, comme s'il s'agissait d'un objet précieux et fragile qui pourrait se briser à la moindre négligence. Le bébé continue de pleurer, ses cris résonnant dans le parc désormais presque désert. Johanna ne désespère pas, ne cherche pas à le faire taire immédiatement, ni à trouver de solution rapide. Au contraire, elle commence à le bercer d'un rythme doux et régulier. Le même mouvement que sa grand-mère utilisait quand elle était petite et qu'elle n'arrivait pas à dormir. Un balancement naturel, partant des hanches, comme le mouvement des vagues. Un va-et-vient hypnotique qui berçait les bébés de la ferme, génération après génération. « Chut, chut, mon petit », murmure-t-elle d'une voix à peine audible, les mots sortant comme une douce mélodie. « C'est fini, tu es en sécurité ici. » Ce ne sont pas des mots compliqués ni des phrases apprises par cœur, ce sont simplement des sons réconfortants, des voyelles prolongées qui vibrent dans sa poitrine et atteignent le bébé comme une caresse invisible. Marcelo observe la scène, incrédule. Il a vu 5 nounous professionnels tenter exactement la même chose avec Gabriel. Le porteur, le bercer, lui parler doucement, aucune n'a réussi à calmer ses pleurs, mais il y a quelque chose de différent dans la façon dont cette jeune femme s'y prend. Peut-être est-ce le rythme de leur bercement, ni trop rapide ni trop lent, juste ce qu'il faut au bébé. Peut-être est-ce la chaleur de leur voix, aussi chaude que du pain frais, aussi familière que les chansons que nous avons tous entendues avant notre naissance. Ou peut-être est-ce quelque chose qui ne s'explique ni par les mots ni par l'argent, quelque chose qui existe tout simplement chez certaines personnes. Johanna continue de murmurer ces mots simples appris de sa grand-mère, des mots qu'on ne trouve dans aucun manuel d'éducation parentale moderne, mais qui apaisent les bébés depuis la nuit des temps. « Oh, mon beau garçon ! Oh, mon trésor !» chante-t-elle doucement, presque comme une prière. Ici, tu es en sécurité, ici, personne ne te fera de mal. Gabriel commence à réagir. Ses pleurs s'apaisent légèrement. Ses cris se transforment en sanglots étouffés. C'est un petit changement, mais significatif. Johanna poursuit son bercement régulier,
sans jamais en modifier le rythme, conservant la même cadence qui semble toucher le bébé au plus profond de lui-même. Elle approche son visage de celui de Gabriel, pas assez près pour l'effrayer, mais suffisamment pour que le petit garçon sente sa respiration calme. « Bientôt, bientôt, mon petit cœur » murmure-t-elle, reprenant le surnom affectueux que sa grand-mère utilisait. Les plumes s'envolent comme de petits oiseaux. Ce sont des mots simples, peut-être même naïfs aux oreilles d'une citadine, mais ils recèlent un pouvoir ancestral, une magie qui se passe d'explication. Gabriel ouvre les yeux, ses grands yeux humides qui ressemblent tant à ceux de sa mère, selon Marcelo. Le bébé regarde Johanna avec une sorte de curiosité, ses sanglots se faisant de plus en plus espacés. Elle lui sourit avec une douceur authentique, un sourire qu'on ne peut feindre. « Regarde ce beau petit garçon » dit-elle d'une voix mélodieuse. « Regarde ses petits yeux, regarde ses petites mains. » Elle nomme tendrement chaque partie du corps du bébé, le distrayant de son angoisse, attirant son attention sur autre chose que la douleur qu'il ressent. Les sanglots se font plus rares. Gabriel respire bruyamment, comme après avoir longuement pleuré, mais il ne crie plus. Johanna continue de le bercer, fredonnant maintenant une chanson sans paroles, une simple mélodie qui jaillit naturellement de sa gorge. C'est une mélodie qu'il avait entendue 1000 fois à la ferme, quand les femmes berçaient leurs enfants sous les étoiles, dans la campagne. Elle n'a pas de nom, elle ne figure sur aucune application musicale, elle existe tout simplement, transmise de grand-mère en mère, de mère en fille, un héritage invisible de générations de femmes qui savaient apaiser les pleurs quand personne d'autre n'y parvenait. Marcelo ressent une étrange sensation dans sa poitrine en les observant. C'est un mélange de soulagement, d'étonnement et d'autres choses qu'il n'arrive pas à définir. Il voit Gabriel cligner lentement des yeux, ses petites paupières lourdes d'avoir pleuré, commençant à se fermer. Impossible, pense Marcelo, craignant presque que s'il cligne des yeux, le charme soit rompu. C'est incroyable. Et pourtant, c'est bien réel. Sous vos yeux ébahis, sans matériel coûteux, sans technique moderne ni certification professionnelle, cette jeune femme inconnue accomplit l'impossible. 2 minutes passent encore, peut-être 3. Le temps semble s'écouler différemment dans ce petit espace entre Johanna, Gabriel et la fontaine du parc. Le bébé expire une dernière fois, dans un souffle tremblant. Ses petites mains, qui étaient crispées, se détendirent enfin. Ses doigts se relâchèrent, cessant de serrer les poings crispés qu'elle avait gardés désespérément pendant plus d'1 heure. Sa respiration devint profonde et régulière. Ses paupières se ferment complètement. Et puis, comme par miracle, tel un conte que Johanna entendait enfant, Gabriel s'endort. Profondément endormi. Profondément endormi. Son petit visage reprend sa couleur normale. Des larmes sèchent sur ses joues potelées. Son petit corps se laisse aller contre la poitrine de Johanna avec cette confiance absolue propre au bébé lorsqu'il se sent en sécurité. Johanna continue de la bercer quelques secondes de plus sans oser s'arrêter, de peur de rompre ce moment magique. Puis elle lève les yeux vers Marcelo et lui adresse un sourire timide. Elle ne dit rien. Elle n'a rien à dire. Marcelo la regarde comme s'il voyait un ange, comme si cette humble jeune femme, avec son panier de fleurs, venait d'accomplir quelque chose que toutes les nounous professionnelles du monde étaient incapables de réaliser. Et à cet instant précis, quelque chose change dans le cœur de Marcelo. Quelque chose qui ne sera plus jamais comme avant. Marcelo reste immobile pendant plusieurs secondes, observant son fils dormir paisiblement dans les bras de cet inconnu apparu de nulle part avec un panier de fleurs. Elle n'arrive pas à réaliser ce qu'elle vient de voir. 5 nounous diplômés, 3 pédiatres reconnus, d'innombrables nuits blanches, des milliers de réaux dépensés en vain. Et maintenant, une jeune vendeuse de fleurs a réussi en quelques minutes ce que personne d'autre n'avait pu accomplir en des mois. Elle éprouve un étrange mélange de profond soulagement et d'une sorte d'humilité. Ce sentiment de réaliser que l'argent ne fait pas tout, que parfois les réponses les plus importantes viennent des endroits les plus inattendus. Johanna continue de bercer doucement Gabriel, le visage empreint d'une tendresse naturelle, tandis qu'elle contemple le bébé endormi. Elle ne trahit aucune fierté. Elle est dépourvue de cette attitude condescendante que Marcelo a si souvent observée chez les professionnels qu'il a engagés. Elle exprime seulement une affection sincère pour un bébé qui souffrait et qui repose désormais en paix. Marcelo passe la main sur son visage, soudain submergé par la fatigue accumulée durant ces mois difficiles. « J'ai besoin de m'asseoir », dit-il en désignant un banc à proximité, à l'ombre d'un capoquier. Johanna le comprend et marche prudemment pour ne pas réveiller le petit. Il s'assoit sur le banc en bois peint en verre, usé par le temps et l'humidité de Sao Paulo. Le soleil est plus bas maintenant, la lumière dorée de l'après-midi filtre entre les feuilles des arbres et y dessine des ombres sur les murs. Le parc est presque désert. Seuls quelques couples sont encore assis sur des bancs éloignés, et un vendeur de pop-corn remballe son chariot pour rentrer chez lui. Un silence confortable règne entre Marcelo et Johanna,
un silence qui se passe de mots superflus. Gabriel dort profondément, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme d'une respiration paisible, sa petite main serrant inconsciemment le tissu de la robe de Johanna. Marcelo le contemple ainsi, si serein, si différent de son état d'il y a à peine 15 minutes, et sans quelque chose se briser en lui. Peut-être était-ce la tension qui le rongeait. Peut-être était-ce la peur constante qui le hantait depuis la mort d'Amanda. Quoi qu'il en soit, il la sentait lui échapper comme du sable entre les doigts. « Merci », finit-il par dire, la voix rauque d'émotion contenue. « Tu n'imagines pas combien de temps j'ai attendu pour te voir comme ça. » Johanna sourit timidement, les joues légèrement rosies. « Vous n'avez pas à me remercier, monsieur, » répond-elle doucement, gardant les yeux fixés sur Gabriel pour éviter le regard de Marcelo. « Je n'ai fait que suivre les conseils de ma grand-mère, qui m'a appris, quand j'étais petite, à la ferme. Elle disait que les bébés ont besoin de paix, et que cette paix vient du cœur de celui qui les tient, pas de ses mains. » Marcelo écoute ces mots simples et se sent plus sage que dans tous les livres sur l'écriture qu'il ait jamais lus. Il observe Johanna avec plus d'attention maintenant que la crise est passée. Il remarque ses mains, rugueuses à force de travailler, ses ongles courts et propres, sans vernis. Il remarque sa robe simple, rapiécée d'un côté par des points de couture soignés, qui tentent de dissimuler une vieille déchirure. Il voit ses sandales usées, le panier de fleurs à ses pieds, où quelques roses commencent à faner sous la chaleur du jour. Il perçoit toute son humilité, toute sa simplicité, et quelque chose en lui est profondément ému. Cette jeune femme ne possède rien de matériel, mais elle a quelque chose qu'aucune de ses nounous de luxe n'avait, un don naturel pour communiquer avec son fils. « Comment vous appelez-vous » demande Marcelo, adoptant inconsciemment une forme d'adresse plus familière. « Johanna sœur » répond-elle, sans toujours le regarder directement dans les yeux. « Johanna Silva, à votre service. » Marcelo remarque le « à votre service » et reconnaît cette extrême humilité qui découle d'une éducation dans des milieux où les différences de classe sont fortement marquées. « C'est un plaisir, Johanna. Je suis Marcelo, et ce petit dormeur s'appelle Gabriel. » Un bref silence s'installe, où seul le chant des oiseaux se fait entendre, annonçant la nuit. Marcelo souhaite en savoir plus sur cette jeune femme qui a accompli un miracle pour son fils. « D'où venez-vous » demande-t-il avec un intérêt sincère. Johanna lève enfin les yeux, ses grands yeux croisant brièvement les siens avant de les baisser à nouveau. « Je viens d'une petite ferme près de Sorocaba, en pleine campagne. » Explique-t-elle avec cet accent rural qu'elle n'a jamais cherché à dissimuler. « Je suis venue à Sao Paulo il y a 2 ans pour trouver du travail. Il n'y avait pas beaucoup de possibilités à la ferme. Alors ma mère m'a dit de tenter ma chance en ville. » Sa voix baisse à mesure qu'elle poursuit, « Je vois des fleurs ici, dans le parc, tous les jours. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est honnête et ça me suffit pour vivre. » Marcelo assimile ces informations, se faisant une idée plus précise de la vie de Johanna. Une jeune femme partie chercher un avenir meilleur, travaillant dur à vendre des fleurs dans un parc. Il repense à sa propre vie, la villa de Morimbi, les voitures importées dans le garage, les comptes en banque croulant sous les zéros. Et pourtant, cette jeune femme, qui ne possède presque rien matériellement, a quelque chose dont il a désespérément besoin. « Cela vous dérangerait-il si je vous posais une question personnelle » demande Marcelo avec précaution, ne voulant pas la déranger. Johanna le sent doucement, ses doigts caressant délicatement le dos de Gabriel endormi. « Combien gagnez-vous par mois en vendant des fleurs » La question la prend au dépourvu. Personne ne lui avait jamais posé cette question avec un intérêt sincère. Les clients qui lui achetaient des fleurs ne faisaient que marchander, cherchant à payer le moins possible. « Eh bien, cela dépend du mois, monsieur, » répondit-il honnêtement. « Les bons mois, quand il y a beaucoup de couples qui sortent ensemble et de fêtes, j'arrive à économiser environ 3000 réaux. Les mauvais mois, j'en ai à peine 2000. » Marcelo fait rapidement le calcul mentalement. 3000 réaux par mois. C'est moins que ce qu'il dépense en essence pour ses voitures en une semaine. C'est tellement peu que ça fait mal rien que d'y penser. Et pourtant, elle parle de cette somme comme si elle était suffisante pour être reconnaissante. Marcelo sent un poids se relâcher dans sa poitrine en prenant conscience de la réalité financière de Johanna. 3000 réaux par mois. Avec ça, elle doit payer le loyer, la nourriture, les transports, tout le nécessaire pour survivre dans une ville comme Sao Paulo, où les prix ne cessent d'augmenter. Elle repense aux nounous qu'elle a embauchées. La moins chère demandait 12 000 réaux par mois. La plus chère en demandait même 25 000. Aucune n'avait réussi à faire ce que Johanna avait fait en quelques minutes. Elle contemple son fils, paisiblement endormi dans les bras de la jeune femme, et une idée commence à germer dans son esprit. C'est une idée audacieuse, peut-être impulsive, mais il est convaincu que c'est la bonne.
Johanna dit d'une voix ferme mais douce, attendant qu'elle lève les yeux vers lui, « Je dois te faire une proposition. » Johanna le regarde avec curiosité, teintée d'une pointe de nervosité. D'après son expérience, quand des gens riches font des propositions à des personnes comme elle, c'est rarement bon signe. Mais il y a dans le regard de Marcelo quelque chose qui transpire la sincérité. Que se passerait-il si je vous proposais un emploi de nounou à domicile pour Gabriel? Sans avoir à vous soucier du loyer ni des repas? L'expression de Johanna change instantanément. Ses yeux s'écarquillent. Sa bouche s'entr'ouvre sous le choc. Pendant quelques secondes, il resta muet. « Monsieur » parvint-il finalement à dire d'une voix tremblante. « Vous êtes sérieux ?» Marcelo hocha la tête, le visage impassible. « C'est tout à fait sérieux. Écoutez, j'ai embauché 5 nounous professionnels ces derniers mois. Elles sont toutes certifiées. Ils étaient tous expérimentés. Tous étaient fortement recommandés. Aucun n'avait réussi à établir un lien avec Gabriel comme vous l'avez fait aujourd'hui. Aucun d'eux ne parvenait à le calmer quand il pleurait comme ça. » Elle marque une pause, la voix légèrement brisée. « Et moi, j'ai besoin de quelqu'un que mon fils acceptera. Quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Je ne peux plus voir mon bébé souffrir. » Johanna écoute attentivement. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression que Marcelo pouvait l'entendre. C'était trop. Beaucoup trop. C'est totalement inattendu. Il y a 1 heure à peine, elle vendait des fleurs dans le parc comme tous les jours. Et voilà que ce monsieur lui propose un emploi qui pourrait bouleverser sa vie. « Mais monsieur, je n'ai aucun diplôme, » dit-elle honnêtement, son humilité l'empêchant d'accepter quelque chose qu'elle estime ne pas mériter. « Je n'ai pas besoin de diplôme. » Marcelo répond avec une conviction absolue, « Il me faut quelqu'un qui sache calmer mon fils. Il me faut quelqu'un qui possède ce don naturel que vous avez. Les papiers ne valent rien sans lien réel. » Il marque une pause, réfléchissant à la manière de rendre son offre encore plus attractive. « Il vous verserait 6 000 réaux par mois. Doublez vos revenus des meilleurs mois de vente de fleurs. Vous auriez votre propre chambre chez moi. Les repas sont inclus, et vous avez tous les dimanches de libre pour voir votre famille ou faire ce que vous voulez. » Johanna a la tête qui tourne. 6 000 réaux par mois, c'est plus d'argent qu'elle n'en a jamais gagné. C'est suffisant pour envoyer quelque chose à sa mère à la ferme. Pour avoir des économies. Pour ne plus vivre dans l'angoisse constante de savoir si j'aurai assez d'argent pour joindre les 2 bouts chaque mois. Et pour avoir ma propre chambre sans avoir à partager une salle de bain avec 5 autres personnes comme dans la chambre que je loue actuellement. On dirait un rêve. Comme ces histoires que votre grand-mère vous racontait sur des gens humbles recevant des bénédictions inattendues. Mais ça paraît aussi trop beau pour être vrai. Et que devrais-je faire exactement? Demande Johanna avec prudence, soucieuse de tout comprendre avant de prendre une décision aussi importante. Marcelo esquisse un sourire, appréciant son sang-froid. M'occuper de Gabriel pendant la journée, pendant que je travaille. Le nourrir, le baigner, jouer avec lui, le bercer quand il pleure, faire tout ce qu'une mère ferait. À l'évocation du mot « mère », un silence s'installe entre eux. Marcelo pense à Amanda, à tout ce qu'elle aurait fait si elle avait vécu. Johanna pense à sa propre mère. Aux fois où elle a vu s'occuper de ses jeunes frères et sœurs avec une patience infinie. « J'ai une femme de ménage qui cuisine et fait le ménage », poursuit Marcelo. Vous vous concentreriez uniquement sur Gabriel. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit pour mieux faire votre travail, il vous suffit de demander. Johanna regarde le bébé endormi dans ses bras. Son petit visage est si serein, si innocent. Elle ressent avec ce petit être un lien inexplicable. Comme si leur rencontre était prédestinée. Pensez à votre vie actuelle. Solitaire, difficile, incertaine. Et pensez à la vie que vous auriez pu avoir. Stable, déterminée, attentive à quelqu'un qui en a manifestement besoin. Monsieur Marcelo, finit-elle par dire d'une voix ferme malgré le tremblement de ses mains, j'accepte votre proposition. Je ferai tout mon possible pour bien prendre soin de Gabriel, je le promets. Ces mots viennent du cœur, sincères et engagés. Marcelo ressent un tel soulagement qu'il en a presque le vertige. Il tend la main à Johanna, qui la serre timidement. Leur accord est scellé par une poignée de main, à la fois formelle et profondément humaine. Merci, Johanna. Tu ne te rends pas compte du poids que tu me soulages. Il reste assis un peu plus longtemps sur ce banc du parc. Gabriel dort paisiblement entre eux. Le soleil se couchait définitivement à l'horizon, teintant le ciel de couleurs irréelles. Aucun d'eux ne se doutait encore que cet instant, cet accord anodin sur un banc de bois vert, marquait le début de quelque chose de bien plus grand qu'un simple contrat de travail. Aucun d'eux n'imaginait que le destin leur réservait des projets qui dépassaient de loin ce qu'ils avaient scellé par cette poignée de main. Marcelo observe Johanna, qui tient son fils dans ses bras.
Et pour la première fois depuis des mois, il ressent une lueur d'espoir. Johanna serre Gabriel tendrement contre elle, avec le sentiment d'avoir enfin trouvé un sens à sa vie, un sens qu'elle ignorait même chercher. Chapitre 4. Une nouvelle famille. 6 mois se sont écoulés depuis cette journée au parc, et la vie dans la demeure de Marcelo a changé d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée lorsqu'il a fait sa demande à Johanna à l'ombre du capotier. La maison, qui lui paraissait autrefois vide et froide, pleine d'espaces immenses qui ne faisaient qu'amplifier sa solitude, est désormais pleine de vie, de rire, de ces sons du quotidien qui transforment une structure de béton et de verre en un véritable foyer. Chaque matin, Marcelo se réveille au son de la douce voix de Johanna, qui change la couche de Gabriel. Ces chansons de la ferme qu'elle n'a jamais oubliées font désormais partie du quotidien du bébé. Gabriel a tellement grandi ces derniers mois que Marcelo s'arrête parfois pour le contempler avec émerveillement, se demandant comment le temps peut passer si vite. Il a déjà 14 mois. Elle se déplace en titubant dans la maison, s'accrochant aux meubles. Du bout du petit doigt, elle désigne les objets qu'elle désire et babille des mots qui n'en sont pas encore vraiment, mais que Johanna comprend parfaitement. Le changement le plus notable, cependant, ne réside pas dans sa croissance physique, mais dans son bonheur. Le bébé qui pleurait à chaudes larmes dans le parc souriait désormais sans cesse. Il riait quand Johanna le chatouillait, applaudissait quand elle chantait et dormait toute la nuit sans se réveiller en sursaut comme il le faisait constamment auparavant. Pour Marcelo, la complicité entre Gabriel et Johanna était devenue un spectacle presque magique. Chaque matin, dès qu'il se réveille dans son berceau, le bébé cherche Johanna du regard. Et quand il la voit, son visage s'illumine d'un sourire à faire fondre tous les cœurs. Johanna le porte, l'emmène aux toilettes en lui parlant de tout et de rien, en lui racontant des histoires de la ferme où elle a grandi, en lui chantant les chansons que sa grand-mère lui a apprises, et en lui promettant que lorsqu'il sera plus grand, elle l'emmènera voir les montagnes et les rivières cristallines de Sorocaba. Gabriel écoute, fasciné. Même s'il ne comprend pas les mots, il perçoit parfaitement l'amour avec lequel ils sont prononcés. Pendant le petit déjeuner, Johanna lui prépare des purées maison avec des fruits frais achetés au marché municipal, refusant les aliments industriels coûteux que Marcelo voulait initialement donner aux petits garçons. Les bébés ont besoin d'une alimentation faite avec amour, pas d'aliments industriels. Elle l'a expliqué avec cette simplicité et cette sagesse qui impressionnent Marcelo chaque jour davantage. Et elle a raison. Gabriel dévore chaque cuillerée que Johanna lui donne, ouvrant grand la bouche comme un oiseau affamé, le visage couvert de purée de banane, riant aux éclats tandis que Johanna les suit patiemment. Après le petit déjeuner, ils jouent sur la terrasse qui surplombe le jardin. Johanna étend une couverture et laisse Gabriel explorer librement, le surveillant toujours attentivement, mais lui laissant la liberté de découvrir le monde à son propre rythme. Marcelo observe ces scènes de loin lorsque son travail le lui permet. Parfois, il quitte le bureau plus tôt pour rentrer et les regarder jouer ensemble dans le jardin, caché derrière la fenêtre de son bureau pour ne pas perturber ce monde parfait qu'ils ont créé. Il voit Johanna s'accroupir près de Gabriel, lui montrant les fleurs du jardin et les nommant une à une. « Regarde, mon chéri, ça, c'est une rose. Elle est rose, comme celle que Johanna vendait avant de te rencontrer. Regarde comme le bébé essaie de toucher les pétales avec précaution et attention, et comme Johanna le guide doucement en disant, lentement, mon amour, très lentement pour ne pas abîmer la fleur. Vois la patience avec laquelle elle répond à chacun des gestes du petit garçon, à chaque babillage, comme si chaque son qu'il émettait était la chose la plus importante au monde. Et quelque chose en Marcelo commence à changer peu à peu, si lentement qu'au début, il ne s'en rend même pas compte. Ce qui avait commencé comme de la gratitude d'avoir trouvé quelqu'un qui puisse bien s'occuper de son fils se transforme en quelque chose de complètement différent, quelque chose qu'il ne pensait plus jamais ressentir après la disparition d'Amanda. Il observe Johanna au-delà de son rôle de nounou. Remarquez comme le soleil de l'après-midi caresse ses cheveux noirs lorsqu'elle est au jardin. Remarquez le doux sourire qui illumine son visage quand Gabriel fait une blague. Remarquez la force tranquille avec laquelle elle affronte chaque jour sans jamais se plaindre. Un jeudi après-midi, Marcelo arrive plus tôt que d'habitude et découvre une scène qui restera gravée dans sa mémoire comme une photographie parfaite. Johanna est assise par terre dans le salon, Gabriel sur les genoux, tous deux absorbés par un livre d'histoire aux grandes illustrations colorées. Elle lui montre chaque image et lui raconte l'histoire en imitant la voix de chaque personnage, ce qui fait éclater de rire Gabriel lorsqu'elle prend la voix d'un lion grognon ou celle d'une petite souris apeurée. Et alors le lion dit d'une voix forte « Je suis le roi de la jungle », raconte Johanna avec emphase, et Gabriel applaudit avec enthousiasme, même s'il ne comprend pas tout. Marcelo, immobile sur le seuil, observe la scène sans se présenter. À cet instant, il comprend quelque chose d'essentiel qu'il s'est refusé à admettre pendant des semaines. Il tombe amoureux de Johanna. Ce n'est pas seulement de la gratitude ou de l'admiration professionnelle. C'est un amour qui grandit lentement mais sûrement, qui se construit au fil des petits moments du quotidien,
des sourires échangés au petit déjeuner, des conversations du soir quand Gabriel s'endort enfin et qu'ils s'assoient tous les deux sur la terrasse pour prendre un café et parler de tout et de rien. C'est l'amour qui naît de la découverte de l'autre dans toute son authenticité, sans masque ni faux semblant, simplement lui-même, avec une honnêteté et une bienveillance absolue. Et c'est terrifiant, car cela signifie s'exposer à nouveau au risque de le perdre. Mais c'est aussi magnifique, car cela signifie revivre pleinement après avoir si longtemps simplement existé. Cette nuit-là, après que Johanna a couché Gabriel et s'est retirée dans sa chambre, Marcelo reste éveillé dans son bureau, près des fenêtres donnant sur les lumières de la ville. Le mouvement incessant de Sao Paulo l'apaise d'ordinaire, mais ce soir, son esprit est trop agité pour trouver la paix. Il pense à Amanda, à la promesse qu'il lui a faite de toujours se souvenir d'elle, de ne jamais oublier l'amour qu'ils ont partagé. Il se demande si retomber amoureux signifie la trahir d'une certaine manière, s'il a le droit de rechercher le bonheur maintenant qu'elle n'est plus là pour le partager. Mais il se souvient alors des dernières paroles qu'Amanda lui a adressées à l'hôpital, alors qu'ils savaient tous deux que leur jour était compté, même s'il refusait de l'admettre. « Promets-moi que tu seras heureux, Marcelo. Promets-moi d'offrir à notre enfant une vie pleine d'amour. Et si jamais tu trouves quelqu'un qui puisse t'aimer comme je t'ai aimé, ne la laisse pas partir à cause de moi. » Amanda a toujours été généreuse, même dans ses derniers instants, pensant toujours à son bien-être plutôt qu'à la douleur de ses propres adieux. Et peut-être, qui sait, Johanna est-elle celle qu'elle cherchait. Une femme au cœur assez grand pour aimer Gabriel comme son propre fils, et Marcelo avec toutes ses cicatrices et ses peurs. Elle contemple son reflet dans la vitre et prend une décision. Il est temps d'avoir du courage à nouveau. Il est temps de risquer sa vie au lieu de simplement survivre. Demain, vous parlerez avec Johanna. Demain, il avouera ce que son cœur ne peut plus taire. Le lendemain suivant se lève sous ce ciel limpide, typique de Sao Paulo après la pluie, où le bleu est si intense qu'il semble peint à la main par un rêveur aux 1000 aspirations. Marcelo se réveille l'estomac noué, comme un adolescent avant sa première déclaration d'amour, et rit de lui-même de se sentir ainsi à 31 ans. Il a mené des négociations de plusieurs millions de dollars sans sourciller. Il a conclu des accords avec des investisseurs internationaux en restant parfaitement calme. Mais l'idée d'avouer ses sentiments à Johanna le rend plus nerveux qu'il ne l'a été depuis des années. Elle prend une douche, se rase soigneusement, enfile une chemise bleu clair que Johanna avait mentionnée un jour, l'air de rien, et descend à la cuisine en essayant de paraître naturelle alors qu'en réalité, tous ses muscles sont tendus d'impatience. Johanna est déjà là, comme toujours, en train de préparer le petit déjeuner de Gabriel en fredonnant doucement. Ses cheveux sont relevés en une haute queue de cheval. Une simple robe jaune pâle que Marcelo lui a achetée il y a 2 mois, lorsqu'il a remarqué qu'elle n'avait que 3 tenues de rechange. Elle est pieds nus, car elle aime sentir la fraîcheur du carrelage de la cuisine les matins chauds. Gabriel, dans sa chaise haute, tape sur sa tablette avec une cuillère en plastique et rit à chaque bruit, totalement inconscient de la tempête émotionnelle qui gronde dans la poitrine de son père. « Bonjour. » La salue Marcelo, la voix plus rauque que d'habitude. Johanna se tourne et lui sourit avec cette chaleur qui est devenue son moment préféré du matin. « Bonjour, Marcelo. Tu as bien dormi ?» Il hoche la tête en se versant un café, même si, en réalité, il a très mal dormi, se retournant sans cesse toute la nuit, répétant mentalement ce qu'il va dire. Assis à la table du petit déjeuner, il la regarde donner à manger à Gabriel de la bouillie d'avoine à la banane, s'essuyant le menton chaque fois que le bébé recrache quelque chose, riant à ses petits bruits rigolos. C'est une scène si intime, si parfaite dans sa simplicité, que Marcelo ressent une émotion intense lui serrer la poitrine. Ils prennent un café ensemble, comme chaque jour depuis des mois, et parlent de tout et de rien. Gabriel qui parle presque couramment maintenant, les nouvelles fleurs qui ont éclos dans le jardin, la météo qui promet une journée parfaite pour emmener le bébé au parc l'après-midi. Johanna ne remarque rien de différent chez Marcelo, car il est très doué pour dissimuler ses émotions quand il le faut, mais intérieurement, il compte les minutes, attendant le bon moment pour parler, cet instant parfait qui ne semble jamais arriver, car il y a toujours quelque chose à faire, quelque chose qui interrompt, quelque chose qui repousse l'inévitable. Ce moment arrive enfin après le déjeuner, lorsque Johanna couche Gabriel pour sa sieste et descend trouver Marcelo qui l'attend sur la terrasse donnant sur le jardin. Il avait préparé une limonade fraîche à la menthe, sa boisson préférée, qu'il avait découverte quelques semaines auparavant en l'entendant dire qu'elle lui rappelait la ferme. 2 verres étaient posés sur la table en fer forgé, et Marcelo, debout près de la balustrade, contemplait la ville au loin, les mains dans les poches, dans la posture rigide de quelqu'un qui se prépare mentalement. « Tu voulais me parler ?» demanda Johanna avec une innocence sincère en s'asseyant et en prenant un verre. Marcelo se tourna, la regarda dans les yeux pendant un long moment qui lui parut une éternité, puis s'assit enfin en face d'elle. « Oui, je dois te dire quelque chose d'important », commence-t-elle d'une voix ferme mais chargée d'émotion. Johanna incline légèrement la tête, prenant cette expression d'attention totale qu'elle arbore toujours lorsqu'on lui parle.
Ses grands yeux sont rivés sur lui. Marcelo inspire profondément, sachant qu'une fois ces mots prononcés, il n'y aura plus de retour en arrière, que leur relation changera à jamais, quelle que soit sa réponse. Johanna, ces derniers mois ont été les meilleurs depuis la mort d'Amanda, et ce n'est pas seulement grâce à toi que Gabriel est heureux, c'est aussi parce que tu as redonné vie à cette maison, à mon fils, et sans même que je m'en rende compte, à moi aussi. Johanna écoute, impassible, son expression passant peu à peu de la curiosité à la surprise, comprenant où la conversation veut en venir. Son cœur s'emballe, ses mains serrent plus fort le verre de limonade. Marcelo poursuit, les mots lui venant plus facilement depuis qu'il a franchi le cap initial. Au début, j'admirais votre don avec Gabriel, votre patience infinie, votre bonté naturelle, mais ensuite j'ai commencé à vous remarquer autrement. J'ai remarqué comment vous chantez quand vous pensez que personne ne vous écoute, comment vous prenez soin des plantes du jardin comme s'il s'agissait de vos filles, comment vous avez toujours un mot gentil pour chacun, de la femme de ménage au livreur de gaz. Elle marque une pause, cherchant les mots justes pour exprimer ce qui va suivre. Je t'ai vu prendre confiance en toi ces derniers mois, passer de cette jeune fille timide du parc à une femme sûre d'elle qui gère cette maison avec une grâce que je ne saurais égaler. Elle marque une nouvelle pause, cherchant ses mots. Je suis tombé amoureux de toi, Johanna. Je ne l'avais pas prévu. J'ai essayé de le nier pendant des semaines, car j'avais peur de trahir la mémoire d'Amanda. Mais la vérité, c'est que je suis tombée amoureuse de ton rire, de ta gentillesse, de cette force tranquille qui est en toi. Je suis tombée amoureuse de te voir avec mon fils, d'écouter tes récits de la ferme, de prendre un café avec toi les soirs où Gabriel dort. Je suis tombée amoureuse de tout ce que tu es et je devais te le dire, même si j'ai peur de ta réponse. Les larmes commencent à couler sur les joues de Johanna avant même qu'elle ne s'en rende compte. Ce ne sont pas des larmes de tristesse, mais celles d'une émotion si forte qu'elle déborde de sa petite poitrine. Elle porte une main à sa bouche, tentant d'étouffer un sanglot qui menace de l'envahir. Marcelo s'inquiète aussitôt, se lève de sa chaise et s'approche d'elle. « Excusez-moi si j'ai été trop directe. Si cela vous dérange, nous pouvons oublier ce que j'ai dit et continuer comme avant, » dit-il rapidement, interprétant mal ses larmes. Mais Johanna secoue vigoureusement la tête et lui prend la main tandis qu'il s'approche. « Non, ce n'est pas ça, » parvient-elle à dire entre deux sanglots. « C'est juste que je suis tombée amoureuse de toi aussi, Marcelo, et je pensais devenir folle de ressentir ça. Je me sentais bien bête d'être tombée amoureuse de quelqu'un d'aussi inaccessible. » Elle se lève, tenant toujours sa main, et le regarde avec ses yeux embués de larmes qui brillent sous le soleil de l'après-midi. J'essayais de ne ressentir que de la gratitude pour tous les ennuis qu'il m'avait causés. J'ai essayé de garder mes distances, mais cela me coûtait chaque jour davantage. Je suis tombée amoureuse de la façon dont tu es avec Gabriel, de l'amour que tu lui portes malgré la douleur qu'il te rappelle. Je suis tombée amoureuse de ta bonté cachée derrière cette gravité que tu affiches face au monde, du respect que tu me témoignes, même si je viens d'une ferme et que je ne connais rien de ton univers raffiné. Je ne peux imaginer ma vie sans Gabriel, et je ne peux pas l'imaginer sans toi non plus. Les mots jaillissent d'un coup, sincères, chargés de moi d'émotions contenues. Marcelo la regarde comme s'il la voyait pour la première fois, comme si elle était la plus belle chose qu'il ait jamais contemplée. Sans plus réfléchir, sans se demander si c'est bien ou mal, il suit simplement son cœur. Il s'approche, porte sa main libre à la joue humide de Johanna et essuie ses larmes du pouce. « Puis-je t'embrasser » demande-t-il d'une voix rauque, car, malgré tout, il attend sa permission. Elle souhaite que ce soit une décision prise à deux. Johanna le sent, incapable de parler, submergée par l'émotion au point d'avoir de nouveau les larmes aux yeux. Alors Marcelo se penche et l'embrasse, doucement d'abord, presque timidement, comme s'il découvrait quelque chose de sacré qu'il faut traiter avec une infinie délicatesse. Johanna répond au baiser, laissant tomber le verre de limonade qu'elle tenait, qui se brise sur le sol de la terrasse. Aucun des deux ne prête attention au bruit. Ses bras entourent le cou de Marcelo, tandis qu'il attire plus près de lui, approfondissant le baiser. Tous deux libèrent en cet instant toutes les émotions accumulées pendant des mois à nier l'évidence. Lorsqu'ils se séparent enfin, essoufflés, Johanna rit à travers ses larmes et Marcelo la serre fort contre lui. « Viens avec moi » murmure-t-il dans ses cheveux, surpris lui-même par sa proposition, mais convaincu que c'est la bonne chose à faire. « Je ne veux plus attendre. Je ne veux plus perdre de temps. Je sais que tout va très vite. Je sais qu'on se connaît à peine. Mais je sais aussi que tu es la personne avec qui je veux passer le reste de ma vie. » Johanna se recule légèrement pour le regarder dans les yeux, cherchant le moindre signe de doute. Elle n'en trouve aucun, seulement un amour sincère et authentique, celui dont elle rêvait, mais qu'elle pensait ne jamais trouver auprès d'une simple fille de la campagne. « Oui » répond-elle d'une voix ferme, malgré ses larmes. « Oui, je veux t'épouser, Marcelo. » Et ils s'embrassent à nouveau sous le soleil de Sao Paulo, témoin silencieux de la naissance d'une belle histoire.
Du haut de son berceau, comme s'il pressentait le bonheur des adultes qu'il aime, Gabriel s'éveille de sa sieste et émet un son identique à celui de Johanna. Sa façon de prononcer son nom est une bénédiction innocente pour l'amour qui vient de naître sous le ciel d'un bleu intense de cet après-midi parfait. Chapitre V. Le mariage était la nouvelle VIE 2 mois après cet après-midi parfait sur la terrasse. Marcelo et Johanna se marient lors d'une cérémonie intime dans le jardin de leur manoir de Morimby. Il n'y a pas des centaines d'invités, ni de décorations extravagantes comme celles que Marcelo aurait pu facilement s'offrir. Seules les personnes qui comptent vraiment sont présentes. La mère de Johanna, venue de Sorocaba, les yeux embués de larmes de joie en voyant sa fille vêtue de blanc, simple et pourtant si belle. Certains des proches collègues de Marcelo ont été agréablement surpris de constater le changement positif chez leur patron. La cuisinière de la maison a pleuré pendant toute la cérémonie, car elle disait n'avoir jamais vu Marcelo aussi heureux. Et bien sûr, Gabriel, qui a maintenant presque 16 mois, marche avec plus d'assurance et est au centre de toutes les attentions, dans son costume blanc assorti qui lui donne des allures de petit prince. Le pasteur qui officie la cérémonie évoque l'amour qui naît là où on l'attend le moins, les desseins de Dieu qui dépassent notre entendement, et comment parfois la plus grande des bénédictions se présente sous la forme d'une rencontre fortuite dans un parc. Lorsque Marcelo et Johanna échangent leurs vœux devant le coucher de soleil doré de Sao Paulo, bercés par le murmure de la ville, ils savent tous deux qu'ils promettent non seulement l'amour, mais aussi de fonder une véritable famille, où Gabriel grandira entouré de toute l'affection qu'il mérite. Point de bagues onéreuses ni de luxe superflu, mais un amour bien plus précieux. Il y a de l'authenticité, une profonde gratitude de s'être trouvés. Il y a la certitude que c'est le bon départ pour tous les deux. Les premiers mois de mariage se déroulent comme un beau rêve, dont aucun d'eux ne veut se réveiller. Johanna s'adapte à son nouveau rôle, non seulement d'épouse, mais aussi de maîtresse de maison, tout en insistant pour rester simplement Johanna, la même fille de la campagne qui a désormais la joie de partager sa vie avec l'homme qu'elle aime. Marcelo la voit s'épanouir jour après jour, gagner en assurance, donner son avis sur les décisions du foyer, suggérer des changements qui transforment le manoir, d'un musée froid, en un véritable lieu de vie et d'amour pour une famille. La présence constante de Gabriel renforce encore leur lien. Maintenant, il dit clairement maman quand il appelle Johanna et papa quand il appelle Marcelo, sans faire de distinction, car pour lui, Johanna a toujours été sa mère à tous les égards, sauf en ce qui concerne le lien biologique. Mais voilà que, 5 mois après le mariage, Johanna commence à se sentir différente. Au début, ce ne sont que de petits signes qu'elle attribue à la fatigue. Des nausées matinales qui la font courir aux toilettes, une fatigue inhabituelle qui la pousse à faire la sieste avec Gabriel, des envies étranges pour des aliments qu'elle n'aime pas d'habitude. Marcelo remarque ces changements avant même qu'elle ne les comprenne vraiment. Un matin, alors qu'il la regarde grignoter des crackers avant le petit déjeuner pour calmer son estomac dérangé, il s'approche d'elle avec un test de grossesse qu'il a discrètement acheté la veille. « Je pense que tu devrais le faire », dit-il doucement, les yeux brillants d'un mélange d'espoir et de nervosité. Johanna prend le test d'une main tremblante, fixant la petite boîte comme si elle contenait la réponse. Il y a des questions que vous ne saviez même pas que vous vous posiez. Elle va aux toilettes, le cœur battant si fort qu'elle l'entend dans ses oreilles. Elle suit les instructions à la lettre, puis attend les 3 minutes qui lui paraissent une éternité, assise sur le bord de la baignoire, tandis que Marcelo patiente dehors, faisant les 100 pas dans le couloir, comme ce jour lointain qui avait tout bouleversé, dans le parc. Lorsque le résultat apparaît, 2 lignes nettes et sans équivoque, Johanna a l'impression que la boucle est bouclée. Tu es enceinte. Tu vas avoir un bébé. Tu vas donner un autre enfant à Marcelo. Il va donner un petit frère ou une petite sœur à Gabriel. Elle ouvre la porte de la salle de bain, les larmes ruisselant sur son visage, tenant le test pour Marcelo, incapable de prononcer un mot. Il le regarde, voit les lignes, et son expression passe par une douzaine d'émotions en quelques secondes. Surprise, joie immense, puis, comme un nuage sombre qui masque soudain le soleil, la peur. Cette peur viscérale qui ne l'avait jamais vraiment quittée depuis la perte d'Amanda dans des circonstances similaires. « Je suis enceinte », murmure finalement Johanna. Son sourire tremble d'incertitude quant à sa réaction. Marcelo la serre aussitôt dans ses bras, fort, presque désespérément, enfouissant son visage dans son cou. « Tout ira bien », dit-il, sans savoir s'il se le dit à elle ou à lui-même. Cette fois, ce sera différent, il le faut. Chapitre 6. L'épreuve DE. La FOI. Les premiers mois de grossesse se déroulent sans complications, ce qui rassure grandement Marcelo, même s'il reste toujours vigilant. Johanna s'épanouit sous l'effet de la grossesse. Sa peau rayonne de cette lueur particulière propre aux femmes qui portent la vie. Ses rires se font plus fréquents. Son lien avec Gabriel s'approfondit de façon inexplicable, comme si le garçon pressentait qu'il ne serait bientôt plus seul. Marcelo la gâte d'une manière qui l'impressionne parfois. Il engage le meilleur obstétricien de Sao Paulo.
Il insiste pour l'accompagner à tous ses rendez-vous médicaux, quitte à annuler des réunions. Il dévore les livres sur la grossesse et l'accouchement, au point que Johanna doit lui demander de se détendre un peu. « Mon amour, les femmes font des enfants depuis la nuit des temps », lui dit-elle tendrement en le trouvant éveillé à 3 heures du matin, en train de lire des articles médicaux sur son ordinateur portable. « Je vais bien. Notre bébé ira bien. » Marcelo veut la croire. Vraiment. Mais le fantôme d'Amanda mourant dans cette salle d'accouchement le hante chaque nuit lorsqu'il ferme les yeux. Il prie plus que jamais, suppliant Dieu de ne pas lui enlever une autre femme qu'il aime, lui promettant tout pour que Johanna survive à cette grossesse. Mais voilà qu'au 7e mois, lors d'un contrôle de routine, la médecin fronce les sourcils en examinant les résultats des derniers examens. « Il faut qu'on parle », dit-elle d'un ton professionnel, comme seuls les médecins savent l'annoncer. Le médecin explique d'une voix calme mais grave que les analyses révèlent des signes inquiétants. La tension artérielle de Johan augmente anormalement. On observe la présence de protéines dans ses urines, ce qui est anormal. Son corps présente les premiers symptômes de prééclampsie, la même affection qui a emporté Amanda lors de la naissance de Gabriel. Ces mots s'abattent sur Marcelo comme de lourdes pierres, frappant sa poitrine avec une force dévastatrice. C'est impossible. Cela ne peut plus se reproduire. Vous ne pouvez pas perdre Johanna, elle aussi. Le médecin poursuit son explication des options de traitement, repos complet, médicaments spécifiques et surveillance constante. Mais Marcelo entend à peine ses paroles, tant le vacarme de panique lui assaille les oreilles. Johanna, en revanche, reste étrangement calme. Elle prend la main de Marcelo dans la sienne, la serre fermement et dit d'une voix sereine : « Faisons confiance à Dieu. Il nous a conduits jusqu'ici. Tu ne nous abandonneras pas maintenant. » Cette nuit-là, dans l'intimité de sa chambre, après avoir couché Gabriel, Marcelo craque enfin. Il s'agenouille près du lit où repose Johanna, prend ses mains dans les siennes et pleure comme il n'a plus pleuré depuis les funérailles d'Amanda. « Je ne peux pas te perdre, » dit-il entre 2 sanglots qui le secouent de la tête aux pieds. « Je ne peux pas élever 2 enfants seuls. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas revivre ça. » Johanna caresse ses cheveux avec une infinie tendresse, ses propres larmes coulant silencieusement. « Tu ne me perdras pas, » promet-elle avec une foi qu'il ne peut comprendre. « Dieu m'a montré en rêve que je rencontrerai notre fille, que je la verrai grandir, que nous serons une famille unie. Tu dois avoir confiance, mon amour. Tu dois avoir foi. » Marcelo voudrait croire ses paroles, sa foi inébranlable. Mais la peur est un monstre trop lourd à porter en lui. Cette nuit-là, après que Johanna se soit endormie, épuisée, Marcelo se lève en silence, sort sur la terrasse qui surplombe la ville et sous l'immensité étoilée de Sao Paulo, prononce la prière la plus désespérée de sa vie. « Seigneur, je sais que je n'ai pas toujours été très croyante, je sais que j'ai parfois douté de ton existence, mais je t'en supplie de tout mon être. Ne m'enlève pas, Johanna. Emmène-moi avec toi si tu dois prendre quelqu'un d'autre, mais laisse-la vivre. Qu'elle rencontre notre fille. Je vous en prie, mon Dieu. Je vous en prie. » Les mots sont portés par le vent nocturne, s'élevant vers le ciel comme un cri du cœur, implorant la douleur d'un cœur brisé, incapable de souffrir à nouveau. Chapitre 7. Le miracle DE. La naissance. Les dernières semaines de la grossesse sont les plus difficiles que Marcelo ait vécues depuis la mort d'Amanda. Chaque jour est pour lui une marche sur une fine couche de glace qui pourrait se rompre à tout instant et le précipiter dans un abîme sans retour. Johanna est alitée, passant ses journées au lit ou sur le canapé du salon, constamment surveillée par une infirmière engagée par Marcelo pour contrôler ses constantes vitales toutes les heures. Gabriel, qui a presque 2 ans, ne comprend pas vraiment pourquoi sa maman Johanna ne peut plus jouer avec lui comme avant, pourquoi il doit être si prudent quand il l'approche, pourquoi son papa a toujours cette expression inquiète qui rend son petit visage sérieux. Mais le petit garçon, avec cette intuition si particulière au tout petit, devient plus affectueux que jamais. Il apporte ses jouets préférés à Johanna, se couche délicatement près d'elle pour qu'elle lui lise des histoires d'une voix fatiguée, embrasse son ventre ou grandit sa petite sœur et l'appelle « bébé », « bébé », avec une tendresse infinie. Marcelo observe ces scènes et sent son cœur se briser et se réparer simultanément. Il remercie Dieu pour ce garçon merveilleux qui aime déjà sa sœur avant même de la connaître, mais il est terrifié à l'idée que Gabriel doive grandir sans Johanna, comme il a grandi sans Amanda. Durant ces semaines, il ne dort presque pas. Il passe ses nuits à veiller sur la respiration de Johanna, à caresser doucement son ventre pour sentir les coups du bébé, et à réciter des prières qui sont devenues aussi constantes que sa respiration. Le matin où Johanna accouche, un orage électrique inhabituel éclate à Sao Paulo à cette période de l'année. Le ciel sombre et lourd de nuages gris qui déversent une pluie torrentielle sur les fenêtres de la maison. Johanna se réveille à 5 heures du matin, prise de contraction à couper le souffle. Elle serre les draps de toutes ses forces, retenant un cri pour ne pas effrayer Gabriel, qui dort dans la même chambre que vous. Marcelo se lève aussitôt,
appelle le médecin, prépare sa valise depuis des semaines, réveille la femme de ménage pour qu'elle s'occupe de Gabriel, agissant machinalement malgré la panique qui l'envahit. Le trajet jusqu'à l'hôpital syro-libanais est un véritable calvaire. Chaque feu rouge semble interminable. Chaque contraction qui fait gémir Johanna est une véritable torture. Chaque coup de tonnerre qui gronde dans le ciel lui paraît un sombre présage. « Respire, mon amour, respire », dit Marcelo en essayant de garder son calme, même si ses mains tremblent tellement sur le volant qu'il a du mal à maîtriser la voiture. Johanna respire bruyamment, la sueur perle sur son front, mais malgré la douleur, elle trouve la force de sourire. Tout va bien se passer, se répète-t-elle comme un mantra, sans savoir si elle le dit par conviction ou par besoin d'y croire. Dieu prendra soin de nous, il prendra soin de nous, il prendra soin de nous. Ils arrivent à l'hôpital et tout s'emballe. Les infirmières s'affairent, les médecins donnent des instructions, les machines bipent, les lumières sont aveuglantes, et Marcelo se sent complètement impuissant tandis qu'on pousse le brancard de Johanna dans la salle d'accouchement. Les heures qui suivent sont les plus longues et les plus pénibles de sa vie. Chaque minute s'étire comme un élastique sur le point de se rompre. Les médecins s'activent, branchant Johanna à des moniteurs qui enregistrent chaque battement de son cœur et de celui du bébé, lui administrant des médicaments pour contrôler sa tension artérielle, qui continue de grimper dangereusement, se préparant à d'éventuelles complications. Marcelo est à ses côtés, lui tenant la main, sentant la force surhumaine avec laquelle elle la serre à chaque contraction qui la traverse comme un éclair. « Tu peux le faire, mon amour. Tu peux le faire. » murmure-t-il sans cesse, essuyant la sueur de son front, l'embrassant sur les joues, s'efforçant d'être fort pour elle, même si intérieurement, la peur le ronge. Johanna pousse quand on le lui demande, respire quand on le lui demande. Elle obéit à chaque instruction des médecins avec une détermination farouche que Marcelo ne lui avait jamais vue. 2 heures passent, puis 3, puis 4. La douleur est insupportable, mais Johanna ne cède pas. Elle refuse d'abandonner, car elle sait que son bébé a besoin d'elle. Elle sait que Gabriel a besoin d'elle. Elle sait que Marcelo a besoin d'elle. Et puis, au moment même où le médecin évoque une césarienne d'urgence, la tension artérielle de Johanna atteignant un niveau critique, au moment même où Marcelo sent la panique le gagner, un miracle se produit. L'orage se calme soudainement, le tonnerre cesse, la pluie se transforme en une fine bruine, et un rayon de soleil perce les nuages gris, pénétrant par la fenêtre de la salle d'accouchement comme une bénédiction divine. À cet instant précis, sous ce rayon de soleil qui illumine la pièce comme un signe du ciel, Johanna déploie un dernier effort surhumain. Il pousse de toutes ses forces, épuisé, et le bébé naît. Le cri puissant du nouveau-né emplit la pièce, un son plus beau que n'importe quelle musique que Marcelo ait jamais entendue. C'est une petite fille en pleine santé, annonce la doctoresse avec un soulagement évident dans la voix, en coupant le cordon ombilical et en déposant le bébé sur la poitrine de Johanna. Mais Marcelo a du mal à regarder sa fille, car il est entièrement concentré sur Johanna, scrutant son visage à la recherche du moindre signe de détresse, s'attendant à ce que les machines se mettent à biper comme elles l'avaient fait avec Amanda, se préparant au pire. Mais rien ne se produit. Les machines conservent leur rythme régulier. Les valeurs affichées par les moniteurs se stabilisent progressivement. La respiration de Johanna se calme. Sa tension artérielle commence à baisser lentement mais régulièrement. « Il va bien », dit le médecin en regardant Marcelo avec un sourire. Ils vont bien tous les deux. Ils ont surmonté le pire. Marcelo sent ses jambes flancher. Il doit s'appuyer sur le cadre du lit pour ne pas tomber. Les larmes lui montent aux yeux, incontrôlables. Des sanglots profonds, fruits de mois de terreur accumulés, se libèrent enfin. Johanna le regarde avec des yeux fatigués mais heureux, serrant son bébé contre sa poitrine et lui souriant de cet amour infini que seules les mères connaissent. « Je te l'avais dit, Dieu prendrait soin de nous. » Il murmure d'une voix faible mais triomphante. « Je te l'avais dit, tout irait bien. » Marcelo se penche et embrasse son front avec une infinie tendresse. Puis il contemple sa fille pour la première fois, minuscule, parfaite, les yeux clos et les petits poings serrés, vivante et en pleine santé. 3 jours plus tard, Johanna et le bébé quittent l'hôpital, tous deux en parfaite santé et sans complications. Un miracle auquel les médecins admettent ne pas s'attendre, compte tenu de la gravité de la situation initiale. Marcelo rentre chez lui avec une extrême prudence, roulant si lentement que les autres conducteurs klaxonnent avec impatience, mais il n'y prête aucune attention car il a dans la voiture les 2 personnes les plus précieuses à ses yeux, ainsi que Gabriel. Arrivé au manoir, il trouve Gabriel qui les attend à la porte avec sa grand-mère maternelle. Le petit garçon court vers sa mère, Johanna, en criant de joie, malgré les efforts de sa grand-mère pour le retenir. « Maman! Maman! Bébé !» s'écrie Gabriel, mêlant avec douceur et babillage, ce mélange typique des enfants de son âge. Johanna s'accroupit délicatement pour laisser Gabriel s'approcher et voir sa petite sœur,
guidant sa petite main pour qu'il lui caresse doucement la tête. « Regarde, Gabriel, voici Isabla, ta petite sœur, » dit Johanna, la voix pleine d'émotion. Gabriel observe le bébé avec une fascination absolue, la touchant avec une douceur surprenante pour un garçon de 2 ans. Puis il sourit et dit clairement « Mon bébé ». Marcelo contemple cette scène, sa famille enfin réunie, et ressent une gratitude si profonde qu'il en a le souffle coupé. Cet après-midi-là, après que Gabriel se soit endormi pour sa sieste et qu'Isabla se soit reposée dans son nouveau berceau, Marcelo et Johanna s'assoient sur la terrasse où tout a commencé, où ils se sont avoués leur amour il y a presque 1 an. Marcelo prend sa main, entrelace leurs doigts et lui dit « Merci de ne pas avoir abandonné. Merci de m'avoir fait confiance quand je n'y arrivais pas. Merci d'avoir fait entrer Isabella dans nos vies. » Johanna pose sa tête sur son épaule, contemplant les lumières de la ville qui scintillent sous le soleil de fin d'après-midi. « Merci de m'avoir donné une famille quand je n'avais rien, » répond-elle d'une voix douce. « Merci d'avoir vu en moi quelque chose que je ne voyais même pas. » 2 semaines plus tard, par un dimanche ensoleillé typique de Sao Paulo, où le ciel est d'un bleu si irréel qu'il semble irréel, toute la famille se promène dans le parc Ibirapura, la même où tout a commencé il y a presque 2 ans. Marcelo pousse la poussette où Isabla dort paisiblement, son petit visage parfait serein comme celui d'un ange. Johanna marche à ses côtés, rayonnante du bonheur de savoir que sa vie a un sens. Et Gabriel court devant, débordant de l'énergie inépuisable des petits-enfants, montrant les oiseaux et les fleurs du doigt, riant à chaque légère brise qui agite les feuilles des arbres. Il passe devant la fontaine où Marcelo avait erré désespérément cet après-midi-là. Il passe devant le banc vert où il s'était assis lorsque Johanna avait accepté de s'occuper de Gabriel. Il passe devant l'endroit précis où elle s'est approchée avec son panier de fleurs et a changé le cours de leur vie à jamais. Marcelo s'arrête là, à cet endroit précis, et Johanna comprend sans qu'un mot soit nécessaire. Leurs regards se croisent, se remémorant tout ce qu'ils ont traversé ensemble. La douleur, la peur, les doutes, mais aussi l'amour, la foi, l'espoir qui n'ont jamais faibli. Qui aurait cru que tout commencerait ici ? Dit Marcelo, la voix chargée d'émotion. Qui aurait cru qu'une vendeuse de fleurs et un père désespéré deviendraient ce qu'ils sont ? Johanna sourit, ce sourire qui illumine tout son visage et que Marcelo aime chaque jour davantage. Dieu le savait, répond-elle avec cette foi simple et inébranlable qui la caractérise. Il l'a toujours su, même quand on ne le voyait pas. Gabriel revient vers eux en courant, serrant leurs jambes dans ses bras, et Marcelo le prend tandis que Johanna vérifie qu'Isabla dort toujours paisiblement. Ils traversent le parc ensemble, une famille née de circonstances impossibles, unie par un amour qui a surmonté les différences de classe et les peurs les plus profondes, bénie d'une seconde chance que personne ne tiendra jamais pour acquise. Tandis que le soleil couchant teinte le ciel de couleur dorée, Marcelo contemple sa femme et ses 2 enfants et comprend une vérité essentielle. Parfois, les plus grandes joies de la vie se cachent derrière des moments de désespoir, et parfois, des anges apparaissent, les bras chargés de fleurs et le cœur rempli de bonté. Voici leur histoire, une histoire d'amour née d'un cri dans un parc et qui a donné naissance à une famille unie. Preuve vivante que Dieu n'abandonne jamais ceux qui ont confiance en lui, même lorsque le chemin semble impossible à parcourir. Épilogue. L'héritage de l'amour. 5 ans se sont écoulés depuis cette première rencontre au parc, et la vie de la famille Santos Silva s'est muée en une magnifique symphonie d'amour au quotidien et de projets partagés. Gabriel, 6 ans, est un garçon vif et affectueux qui protège sa petite sœur Isabla avec la ferveur d'un chevalier du Moyen-Âge. Isabla, 4 ans, a hérité de la douceur naturelle de sa mère et du regard déterminé de son père, une combinaison qui promet un bel avenir. Marcelo continue de diriger son agence immobilière, mais avec une perspective totalement différente. Inspiré par l'histoire de Johanna, il a créé un programme de bourse pour les jeunes des régions rurales de l'État qui souhaitent étudier à Sao Paulo. Tout le monde mérite une seconde chance, dit-il toujours lorsqu'on l'interroge sur les missions. Johanne s'est épanouie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle a repris ses études, obtenu son baccalauréat et suit maintenant une formation en pédagogie dans un établissement privé que Marcelo a tenu à financer. Son rêve est d'ouvrir une garderie pour les enfants des employés de maison et des vendeurs ambulants, des personnes comme elle qui ont besoin de quelqu'un pour s'occuper de leurs enfants pendant qu'elles aspirent à une vie meilleure. La maison de Morimbi vibrait de vie, de rire et de ce doux joyeux désordre que seule une vraie famille peut créer. Les murs, autrefois froids, sont désormais couverts des dessins de Gabriel, de photos de famille et des petites créations artistiques d'Isabla. Dans le jardin, un petit parterre de fleurs est cultivé par Johanna, qui y fait pousser les mêmes fleurs qu'elle vendait autrefois au parc, inculquant ainsi aux enfants la patience, le soin et la beauté qui peut jaillir de la simple terre. Un samedi après-midi, tandis que les enfants jouaient dans le jardin sous l'œil attentif de Johanna, Marcelo s'approcha d'elle, une enveloppe à la main. « Qu'est-ce que c'est » demanda Johanna, curieuse. « Une surprise »
répondit Marcelo avec un sourire énigmatique. Ouvre-la. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvent des documents légaux et une photographie. Johanna regarde l'image et ses yeux s'emplissent de larmes. C'est une petite propriété rurale à Sorocaba, avec une maison simple mais charmante, un grand jardin et en toile de fond, les montagnes qu'elle aimait tant depuis son enfance. Je l'ai achetée pour nous, explique Marcelo. Je voulais que les enfants sachent d'où vient leur mère, qu'ils respirent le bon air de la campagne et qu'ils comprennent que la vie peut être belle aussi bien en ville qu'à la campagne. Marcelo, Johanna n'a pas pu terminer sa phrase, trop émue pour parler. Et ce n'est pas tout, a-t-il poursuivi. J'ai parlé avec ta mère. Elle veut venir vivre avec nous en ville la semaine pour nous aider avec les enfants, et le week-end, nous pourrions tous aller à la ferme. Qu'en pensez-vous? Johanna se jette dans leurs bras, les larmes aux yeux. Gabriel et Isabella accourent vers eux et ils s'enlacent tendrement au milieu du jardin, sous le ciel bleu de Sao Paulo, témoins de tant de moments importants de leur vie. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Marcelo et Johanna s'installent sur la terrasse, comme tous les soirs, pour prendre un café et partager les petits détails de leur journée. Tu sais ce qui me touche le plus dans toute cette histoire? Demande Johanna en contemplant les étoiles qui parviennent à briller malgré les lumières de la ville. Quoi? Que tout a commencé avec toi, désespéré, parce que tu ne savais pas comment être père, et qu'aujourd'hui, Gabriel et Isabella ont le meilleur père qu'on puisse rêver. Marcelo sourit en caressant la main de sa femme. Et toi? Te souviens-tu de l'époque où tu pensais n'avoir rien à offrir à un homme comme moi? Eh bien, je n'avais rien de matériel, répond Johanna en riant. J'avais tout ce qui comptait. Elle avait un cœur capable d'un amour inconditionnel, des mains qui savaient apaiser la moindre douleur et une foi capable de déplacer des montagnes. Ils s'embrassèrent sous les étoiles de Sao Paulo, tandis qu'à l'intérieur, leurs 2 enfants dormaient paisiblement, protégés par l'amour qui les entourait. Le lendemain matin, toute la famille se rendit au parc Ibirapura, comme chaque dimanche. Gabriel et Isabella partent jouer tandis que Marcelo et Johanna restent assis sur le même banc vert où tout a basculé. Une jeune femme passe, un bébé dans les bras. L'enfant pleure à chaudes larmes et sa mère, visiblement désespérée, tente par tous les moyens de le calmer. Johanna et Marcelo échangent un regard et un sourire. « Excusez-moi, » dit Johanna en s'approchant de la jeune femme, « puis-je vous aider ?» Et ainsi, le cycle d'amour et de bienveillance se perpétue, de cœur à cœur, de famille à famille, prouvant que les miracles ne sont pas des événements ponctuels, mais des choix quotidiens d'ouvrir nos cœurs à ceux qui sont dans le besoin. L'histoire de Marcelo, Johanna, Gabriel et Isabella est la preuve vivante que parfois, les plus belles choses de la vie arrivent quand on s'y attend le moins, sous des apparences de difficultés qui se transforment en bénédictions lorsqu'on les affronte avec foi, amour et la volonté de croire qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis et à nous dire en commentaire d'où vous la regardez. Votre présence me fait toujours plaisir. À bientôt pour une nouvelle histoire. Un câlin du fond du cœur.